Alors, bonjour à tous, c'est Papa Biclou des Biclou Lachellos. Pour ceux qui ne me connaissent pas, on est une petite famille de Montréal qui font le tour du monde à vélo avec deux petites filles. Ça fait 18 mois qu'on est sur la route. Là, on est sur une pause pour l'hiver à Edmonton, en Alberta, au Canada, avant de finir notre trajet jusqu'à Montréal, arrivé fin juin. Donc, on en profite pour répondre à quelques questions qu'on nous pose souvent. Et évidemment partager ça avec le maximum de personnes plutôt qu'individuellement. Et pourquoi ça? Parce qu'on sait que beaucoup de familles rêvent de faire la même chose que nous et qu'il y en a beaucoup qui ne vont jamais jusqu'au bout et qui ne font jamais le saut pour toutes sortes de raisons qu'on connaît bien, de beaucoup d'obstacles à franchir pour y arriver. Mais on est persuadé que tout le monde peut le faire. On se considère vraiment comme la famille la plus normale qui existe. On n'a pas de passé d'aventure avant d'avoir fait ça. On n'est même pas des spécialistes du cyclotourisme. On a commencé à se pratiquer pour ce voyage-là. Et encore, on ne parle pas de pratique physique. Juste quelques petits voyages que vous pouvez voir sur notre blog. Et donc, pour nous, si on peut le faire, vous pouvez le faire. Comme vous, on a des enfants à élever, on a une carrière, on est occupé de partout. Fait qu'on sait, on connaît la difficulté et les obstacles sur le chemin, notamment de la préparation et de se lancer. D'ailleurs, on a écrit un article là-dessus qu'on vous invite à lire. Donc là, c'est sur notre blog. Donc si vous regardez la vidéo depuis le blog dans un article, vous allez dans le menu, puis dans présentation, vous allez voir, il y a quelques vidéos de présentation. C'est un peu sur le même principe que cet article-là. Et après, on a un article qui s'appelle Les petits pas, qui vous explique vraiment dans un assez bon niveau de détail comment on s'y est pris. Et en plus, il a été écrit euh, juste avant, quoi, 6 mois avant de partir. Donc on avait pas mal achevé la préparation, mais on n'était pas encore parti. Donc il n'y a pas le biais de l'aventure pour un peu embellir l'histoire ou des choses comme ça qui arrivent nécessairement. Fait qu'on a vraiment voulu l'écrire au moment le plus opportun, avec le plus de sincérité et de justesse possible. Voilà, donc, et vous verrez dans cet article qu'on s'est beaucoup inspiré d'autres personnes. Donc on s'est dit que c'est la moindre des choses de passer du temps et à partager notre expérience pour aider d'autres personnes à le faire. Cette question, on nous pose, pardon, on nous pose cette question souvent qui est est-ce que voyager avec des enfants à vélo c'est dangereux? Évidemment, c'est un gros sujet et, euh, et pour nous c'est important d'y répondre parce que c'est évidemment un des gros obstacles à se mettre en action et aller jusqu'au bout de sa préparation et de se lancer. C'est évidemment le danger et puis on ne veut vraiment pas mettre en danger nos enfants, fait que ça vient nous chercher pas mal au fond de nous. Et donc des fois c'est un peu comme ce qui fait qu'on n'avance pas. Alors on va parler évidemment de la phase de préparation. J'ai quelques petites choses à dire là-dessus. Puis après évidemment on va partager notre expérience pendant de notre voyage au niveau des dangers. Donc c'est parce que c'est le thème de la vidéo. Euh, c'est un peu une question, je dirais, envahissante émotivement, la dangerosité du voyage. Euh, c'est évidemment parce que quand on est dans notre milieu quotidien, on a une notion assez intuitive du danger, des fois qui mélange un peu différentes notions. Mais vu qu'on est en maîtrise de notre environnement, on a une bonne idée de ce qui peut arriver et on est assez à l'aise avec ce qui peut arriver parce qu'on a mis en place des mesures pour se protéger au maximum. Donc évidemment, on a appris nos enfants à traverser la rue, on est dans des quartiers, on choisit des quartiers sécuritaires pour nos enfants, etc. etc. Donc on est capable de balancer le risque-bénéfice
en fait, qui a une notion importante en gestion de risque. On se dit ça vaut la peine évidemment d'envoyer nos enfants à l'école, et puis qui voient leurs amis qui jouent dehors, etc. Oui, il y a des risques et on les connaît. Alors qu'en voyage, par manque de données, manque d'expérience, on est un peu démuni, et surtout ce qui va se passer au niveau émotif, c'est qu'on va pas mal focuser sur la gravité de ce qui peut arriver plutôt que l'ensemble gravité et probabilité. Okay, parce que souvent on mélange risque et danger. Danger, surtout en français, j'ai remarqué, dans les définitions qu'on peut trouver, mais danger et risque sont deux choses différentes. Je rentre beaucoup dans le détail dans l'article, fait que je ne vais pas trop le faire dans la vidéo, je vais rester sur les points essentiels. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le danger, c'est vraiment la source de ce qui peut nous arriver de préjudiciable, donc en fait quelque chose qu'on ne veut pas qu'il arrive, donc se blesser, traumatisme psychologique, puisqu'on a eu très très peur, bris matériel, perte matérielle, etc., qui fait qu'on arrête le voyage par exemple, ou ça nous met dans une situation financière difficile. Donc ça c'est la source, le danger c'est la source, et le risque finalement c'est la probabilité que ça arrive quand on est exposé au danger. Donc quand on comprend bien cette définition, déjà il y a deux choses, il y a deux probabilités. Probabilité d'être exposé au danger, c'est pas parce que le danger existe qu'on va être exposé. Puis même si on est exposé au danger, c'est pas nécessairement qu'on va avoir un préjudice, et même dépendamment de la gravité du préjudice, il va pas être à la même probabilité. Mais sauf que par manque de données, notre cerveau il spin un peu, puis il imagine le pire. Et ça c'est normal, c'est une condition normale du cerveau. Donc comment nous on est passé au-dessus de ça? Donc c'est important d'attaquer le sujet de front, de façon organisée. Pourquoi? C'est pour ramener finalement le rationnel dans tout ça, éviter de spinner. Donc c'est pas le genre de choses qu'on va discuter à la légère en marchant, prenant une marche ou en y réfléchissant dans son auto. Enfin, c'est pas une bonne idée pour la tension sur la route, évidemment. Donc il faut vraiment plutôt se donner des moments spécifiques pour ça, planifier à l'avance, assez court mais répété dans le temps. C'est un peu notre principe des petits pas, parce que vous n'aurez pas toutes les réponses tout de suite, fait que de toute façon il faut y réfléchir, etc. Puis évidemment faire ça agréable, etc. Donc c'est avec un café ou un verre de vin si c'est le soir, ou la musique, etc. Puis faire ça un peu le fun. Donc c'est un peu ça qu'on explique dans l'article, puis un peu plus en détail. Donc l'avantage de ça, le premier avantage, c'est que ça va un peu vous aider à planifier qu'est-ce qu'il faut rechercher comme information pertinente. Alors où est-ce qu'on trouve ces informations? Évidemment, vous le savez déjà, c'est dans les guides touristiques, sur les sites internet des gouvernements, quand on veut se renseigner sur la dangerosité du pays, est-ce que c'est un pays instable ou pas. Puis après, consulter des gens qui ont déjà fait ça, sur des forums, sur des groupes Facebook. Il y a beaucoup de groupes Facebook qui sont très, très, très utiles. Et évidemment après, si vous pouvez contacter directement les gens. Donc d'ailleurs dans notre blog, encore une fois, dans le menu références, on a des gens qu'on vous recommande. Donc vous pouvez aller voir leur blog ou leur chaîne YouTube, dépendamment des gens. Et puis même essayer de les contacter directement si vous avez des questions précises pour eux. Donc ça c'est un premier point, c'est ok, faire un petit plan, ok, j'ai besoin de savoir ça. Deuxième point, et puis c'est pour ça que c'est important de bien comprendre les définitions des risques, etc., c'est comprendre comment en fait, finalement un préjudice peut arriver, donc dans quelles conditions, etc., parce que ça joue sur la probabilité. Okay, donc, et d'avoir ce mindset-là, ça permet une chose, c'est quand vous allez poser vos questions, par exemple sur les groupes Facebook ou les forums, déjà vous allez avoir des questions beaucoup plus précises que est-ce que c'est dangereux d'aller là. Et en plus, vous allez pouvoir mieux interpréter les réponses. Alors pourquoi je dis ça? Parce que c'est humain. Les gens ils vont y aller de leur avis sur la dangerosité. Et c'est pas forcément pertinent pour vous, ça risque plutôt de vous faire peur ou vous mêler parce que il y en a un qui va dire que c'est super dangereux, l'autre qui va dire que c'est pas dangereux du tout.
D'ailleurs, c'est un des rares sujets qui des fois est polarisant sur Facebook, tout en restant respectueux. Euh, donc, euh, donc, il faut aller au-delà de ça. Ce qu'il faut faire, c'est ok, comprendre pourquoi s'ils disent ça, sur quels arguments ils se basent, donc en espérant qu'ils le font, quitte à leur repréciser la question. Donc par exemple, si c'est la circulation, c'est trop dangereux, mais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'accotement, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça. Donc prendre ces informations-là, qui vont être plus pertinentes que la perception de la personne. Puis je vous donne deux exemples de ça. C'est par exemple, au niveau de la circulation, avec des enfants, c'est sûr que ça fait peur à tout le monde. Donc on a eu beaucoup de feedback comme quoi ça pouvait être dangereux à certains endroits par des gens qui avaient beaucoup d'expérience en cyclotourisme, mais pas avec des enfants. Et on va se rendre, et puis on va en parler plus tard, le contexte avec des enfants et pas d'enfants est très différent et c'est pas parce que la situation est difficile avec sans enfants qu'elle est nécessairement difficile avec plus difficile ou plus grave avec des enfants. Je sais que c'est contre-intuitif, mais j'y reviendrai plus tard dans notre propre expérience. Et encore une fois, euh, c'est notre expérience, parlez à d'autres personnes et faites votre propre opinion là-dessus. Donc c'est ça, et puis un autre exemple que j'ai trouvé très inspirant dans l'expérience, je dirais, c'est qu'on a même eu une personne qui a dit mais faites pas ça avec des enfants, ils vont se blesser, c'est beaucoup trop exigeant pour eux, je veux dire un voyage autour du monde, ils vont avoir des blessures, des tendinites, des choses comme ça, et puis waouh, je me dis mais pourquoi elle dit ça? Puis je me suis intéressé à son profil, donc je suis allé voir son profil sur Facebook, puis c'est une personne qui fait ça à un niveau, je dirais, assez très compétitif, extrême, donc il fait des courses de... c'est un peu comme un Ironman mais de vélo là, dans la nature, fait que je me souviens plus exactement de ça. Donc c'est sûr que cette personne-là, elle fait face à cette expérience de, de blessure, et elle a comme projeté ça sur des enfants qui sont plus faibles, donc ça va pas. Donc la réaction était exagérée par rapport à notre contexte, mais il avait un point, il faut faire attention à la santé de nos enfants, et justement à pas trop les faire forcer, etc. Et puis de trouver des paramètres, des choses à mesurer chez eux tout au long du voyage. Donc il avait un bon point, c'est ça que je voulais dire, mais vous arrêtez pas à sa réaction par rapport au danger. Voilà. Donc ça, c'est partie préparation. Alors évidemment, je ne vous dis pas qu'à la fin de votre préparation, vous allez tout savoir, ce qu'il faut savoir sur les dangers où vous allez aller. Évidemment non, parce qu'il y a toute une partie qui requiert d'être sur le terrain, de, de, de pouvoir observer ce qui se passe, d'analyser ce qui se passe. Ça nécessite aussi de développer sa propre expertise, expérience là-dessus. Puis ça, vous allez évoluer dans le temps. Vos enfants aussi, encore plus vite. Donc, à un moment donné, il faut se lancer. Alors, comment on fait si on ne connaît pas tout? C'est simple. Euh, dans votre planification de voyage, qui doit être très vague, parce que évidemment on ne peut pas tout prévoir notre voyage, tout va changer tout le temps, c'est de bien choisir votre première destination. Prenez une destination qui vous sécurise. Okay, ça va être facile selon vos critères. Donc si on parle, le thème c'est le danger. Okay, il y a d'autres critères pour rendre ça facile. C'est sûr que si c'est loin, c'est plus compliqué, etc. Mais si la culture est différente, c'est plus complexe aussi. Donc ça dépend de votre niveau de confort à ce niveau-là. Mais pour ce qui parle du danger, évidemment, les grands dangers auxquels on pense, c'est la circulation, j'en ai déjà parlé. Est-ce que le pays est dangereux en termes de violence, agression, etc. Est-ce que, ou l'endroit, pas nécessairement le pays. Est-ce qu'il y a des catastrophes naturelles, comme période d'ouragan, tempête, des incendies. Et puis est-ce que, par exemple, je sais pas, la faune est-elle dangereuse, etc. Voilà. Donc, après, je peux vous donner un exemple dans notre voyage où, pour nous, un des endroits les plus sécuritaires au monde pour aller avec des enfants, et puis une magnifique expérience, c'est les pays scandinaves. Donc si vous pouvez faire ça, et vous ne savez pas où aller au début, je vous recommande ça.
parce que c'est que des pistes cyclables partout. C'est aménagé pour les vélos, c'est le monde du vélo, ces pays-là, donc Danemark, Suède, Norvège, etc. Il n'y a pas beaucoup de circulation de toute façon. Les gens sont habitués au vélo, donc ils sont très prudents de toute façon. Au niveau sécurité, c'est des pays ultra sécuritaires. Il n'y a vraiment pas, même pour les vols, bon, faut pas exagérer non plus, mais il faut vraiment pas s'inquiéter. Donc c'est vraiment le pays idéal. La faune est vraiment pas dangereuse. Elle ressemble un peu à celle du Canada, même je dirais Québec, parce que au Canada il y a des endroits où on grizzly et tout ça c'est moyen. Mais même si c'est pas si pire, mais il faut les considérer. Là-bas, c'est la probabilité de rencontrer un ours, c'est un peu comme chez nous au Québec, un ours noir. C'est pas... Il y a quelques considérations à avoir, mais c'est vraiment rare. Des élans là-bas qui sont comme les orignaux, etc. Bon, c'est vraiment super safe. Euh, donc voilà, c'est un exemple. Donc une fois que vous êtes là, eh ben, vous allez rentrer dans votre voyage. Il y a toujours une nervosité, etc., une fébrilité, mais vous allez vous mettre en confiance, etc. Et puis là, vous allez apprendre. Vous allez vraiment apprendre comment on gère le danger et comment certaines idées préconçues se brisent tranquillement. Donc, alors là, je vais commencer à partager notre expérience, pardon. Donc nous, où est-ce qu'on a commencé? Donc, alors, on n'a pas pu faire les pays scandinaves dès le début. On aurait voulu aller en Asie du Sud-Est d'abord, mais c'était pas possible à cause de la Covid. On a commencé en juin 2021, c'est la Covid. Donc, en fait, au niveau des choix, on n'avait pas vraiment le choix. On ne pouvait même pas rester vraiment au Canada et traverser jusqu'à l'ouest comme on voulait, parce que l'Ontario était fermé pendant longtemps, puis après c'était trop tard pour commencer. Il faut commencer assez tôt dans l'année pour le faire. Et là on est parti en juillet, c'était trop tard. Euh, donc on allait aux États-Unis. Puis même là, il fallait prendre l'avion parce que la frontière terrestre n'était pas encore ouverte. Donc on a décidé, tant qu'à prendre l'avion, on ne va pas faire un petit saut juste de l'autre bord, fait qu'on allait sur la côte ouest. Et on a décidé d'atterrir à Portland. Alors pourquoi Portland et pourquoi pas Seattle qui est logiquement plus haut et on va dire le premier aéroport pour le plus proche de la frontière canadienne. Justement pour ce qu'on vient d'illustrer, c'est que Portland c'est une ville beaucoup plus petite que Seattle, donc beaucoup plus facile d'en sortir à vélo. Et en plus c'est une ville de vélo. C'est vraiment le rêve des cyclistes en Amérique du Nord. En tout cas aux États-Unis, parce qu'ils ont tout pensé pour le vélo, donc il y a des pistes cyclables partout, même depuis l'aéroport, donc on peut vraiment partir de l'aéroport en piste cyclable jusqu'au centre-ville, puis après en sortir, ce qui était parfait pour nous, donc des aires protégées, sécuritaires, et on peut même remonter son vélo dans l'aéroport, il y a une salle exprès avec des outils. Donc on se dit, bah, c'est parfait pour commencer, puis c'est ce qu'on a fait, donc on s'est mis à l'aise dans notre première étape. On avait fait le Québec un peu avant, mais première étape en Amérique du Nord, enfin extérieure au Canada. Et puis là, on a bâti notre expérience et puis on s'est mis à l'aise tranquillement. Et on a découvert quelque chose par rapport au trafic et à la circulation. C'est que contrairement à l'idée reçue, encore une fois, ça reste notre expérience, donc notre avis, on peut avoir un avis différent. Mais contrairement à l'idée reçue, c'est quasiment plus sécuritaire de voyager avec des vélos, avec des enfants sur leur vélo que juste en couple d'adultes. Alors pourquoi? C'est parce que les gens sont beaucoup plus patients et beaucoup plus patients et un meilleur comportement quand ils voient qu'il y a des enfants. Et ça, on l'a vu sur tous les États-Unis. Donc, on a resté 6 mois aux États-Unis, côte ouest et puis golfe du Mexique. Et ça s'est avéré dans tous les autres pays. Et on a vraiment vu la différence parce que des fois, je partais tout seul aller à l'épicerie, par exemple, puis je voyais vraiment la différence. Et puis, pourquoi on pense, c'est que personne ne veut être responsable d'avoir blessé un enfant. Donc, les gens font attention. Et du coup, ça se passe souvent très bien.
même sur la côte ouest, donc la côte Pacifique, où il n'y a pas tant de choix de routes que ça. Il y a la Highway 101, et puis après ça devient la Highway 1. Il n'y a pas toujours d'accotement. Il y a des gros véhicules qui passent, il y a des camions, puis il y a des roulottes, des RVs. Donc on pourrait, sur papier, avoir peur, mais dans la réalité, ça se passe toujours très bien. Là, par exemple, j'affiche une photo, c'était au nord de la Californie, au centre, enfin Big Sur, où il n'y a pas d'accotement, c'est très étroit, il y a des falaises, puis il n'y a pas de barrière. Donc là, on voit pas bien les falaises, mais d'où je prends la photo, finalement, derrière moi, c'est un virage, puis ça tombe. Et, donc, ce qu'on dit aux enfants, puis ce qu'on fait, c'est qu'on roule au milieu de la voie. On ne va pas se mettre à côté, ok? Et on leur demande de nous suivre derrière. Donc forcément, on bloque la circulation. Mais jamais les personnes ont klaxonné ou des choses comme ça. Et là, ce qu'on voit sur la photo, là, c'est que une des filles était fatiguée, donc maman Biclou marche avec elle. Puis moi, je suis avec l'autre fille, Maëlle, la plus petite, puis on attend. Et vous voyez que les gens, ils attendent patiemment d'avoir l'espace. Et évidemment, il faut collaborer. Okay, il faut que les gens sentent qu'on collabore avec eux et que dès qu'il y a un espace où on peut les laisser s'arrêter, les laisser passer, on le fait. Et généralement, ce qui se passe, c'est que quand on passe, quand ils nous dépassent parce qu'on est arrêté, c'est bravo, c'est thumbs up, etc. Ils klaxonnent, mais plutôt pour nous encourager, c'est super positif. Donc, et ça, on parle de, je rappelle, 19 pays, 18 mois, 13 000 km. C'est très 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 rare qu'on ait eu une situation dangereuse. Après, il y a des endroits qui sont des exceptions, mais des exemples, par exemple, c'est aux États-Unis, arriver à Malibu, donc au nord de Los Angeles, ça devenait un peu difficile. Pourquoi? Parce que c'est très étroit, il y a beaucoup de monde, ils sont très pressés, et là c'était moyen. Et on savait déjà avant, parce qu'on avait déjà eu des feedbacks, peut-être là, faites attention, etc. Donc dans ces cas-là, on n'insiste pas. Quand on voyage comme ça, il y a beaucoup de solutions. Surtout, on réalise assez rapidement qu'on ne peut pas tout planifier à l'avance. Fait que ça peut être stressant au début parce que bon, on est insécure, etc. On veut tout contrôler. Mais au bout d'un moment, on lâche prise et puis c'est plutôt une multitude d'opportunités. C'est-à-dire que finalement, on ne fait pas ça, on fait autre chose et puis il n'y a pas de problème. Et donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? C'est sûr qu'il y avait Malibu. Après Malibu, sur le long de la plage, il y a plein de pistes cyclables super le fun avec des nice, etc. Mais le problème, c'est que il n'y a pas beaucoup d'endroits pour dormir. Puis c'est très long, c'est très grand Los Angeles. Fait que pas de camping, on peut évidemment pas faire de camping sauvage. Les hôtels sont hors de prix. Et les warm showers à l'époque, c'était encore la Covid. Fait qu'il n'y avait pas grand chose. Puis en plus, après, il y a une grosse autoroute, c'est pas le fun. Fait que dans ces cas-là, ok, on trouve d'autres solutions. Là, ce qu'on a fait, nous, c'est. On a loué un minivan. Moi, je suis allé chercher à l'aéroport de Los Angeles. Donc, j'ai expérimenté la circulation de Malibu, mais aussi des plages de Venice et tout ça. Et puis, j'ai ramené ça. Puis, on est allé à Joshua Tree Park, pardon. On a dormi dans le désert pendant 2 nuits. Puis, on a eu un gros fun là-bas. C'était génial. Puis après, on a ramené le minivan à Oceanside, au sud de Los Angeles, puis on a continué à vélo jusqu'à San Diego et jusqu'à la frontière mexicaine. Et c'était vraiment génial. Donc il y a toujours une solution connexe. Des fois, il faut accepter de ne pas rouler, de prendre un bus, un train, un avion dans certains cas, et puis ou un minivan. Donc 4 vélos, ça rentre dans un minivan. Donc voilà. D'ailleurs, on fera une vidéo sans doute sur tous ces transports-là et notre expérience là-dedans, et puis essayer de partager nos trucs. Mais c'est un autre sujet. Donc comme vous voyez, on apprend au fil de l'eau, puis c'est la beauté du voyage. Déjà, vous le savez, c'est quelque chose de très lent le voyage à vélo. Donc on a le temps d'apprendre, on n'est pas pressé. Les choses arrivent lentement, on a le temps de les voir venir, on a le temps de se développer,
Les enfants se développent de façon incroyable au niveau endurance, physique, résilience, curiosité, stimulation intellectuelle, deviennent beaucoup plus concentrés, notamment quand on fait le travail, le homeschooling, pardon, je cherchais mes mots, le travail ouais, l'école à la maison, pardon. Et, euh, et donc nous, par rapport au danger, évidemment, on va évoluer. Donc il y a certaines aussi idées reçues qui vont tomber, qui ont du mal à tomber tant qu'on n'est pas sur le terrain. Donc on l'a vu pour la circulation, puis d'autres expériences vont donner de personnes différentes, vont donner des feedbacks différents, mais je pense que ce qui va être commun là-dedans, c'est que la perception qu'on a quand on prépare n'est pas la bonne, et que souvent le risque est bien moins que ce qu'on s'imagine. Okay, donc d'autres choses, est-ce que le pays est dangereux ou pas? Donc là, il y a beaucoup d'idées qui se mélangent. Par exemple, un pays qui a beaucoup de tensions avec ses voisins, euh, on a tendance à penser que c'est dangereux d'y aller. Euh, Ça peut être le cas si c'est vraiment très 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 tendu, mais c'est pas nécessairement le cas. Et c'est pas parce que ce pays-là est en chicane, on va dire, au niveau diplomatique avec votre pays que quand vous allez aller là-bas, les gens vont vous lancer des tomates. En fait, c'est exactement pas du tout ça. Dans la grande majeure partie du temps, vous allez vous rendre compte de quelque chose qui paraît après évident, c'est que les gens, finalement, on est tous des humains, puis tout ce qu'on veut dans notre quotidien, c'est protéger nos enfants, être heureux avec nos enfants, aider protéger notre communauté, puis vivre bien ensemble. Et que quand vous rencontrez ces gens-là, déjà vous allez le voir ça, puis eux, qu'est-ce qu'ils voient de vous? Ils ne voient pas un représentant du pays avec lequel mon gouvernement en chicane, ils voient une petite famille comme la leur. Et puis forcément, le sentiment de vouloir aider est bien plus fort, et vous allez vous rendre compte que énormément de gens viennent vers vous par curiosité, pour en savoir plus et surtout pour vous aider. On a reçu de l'aide partout, mais de façon énorme, massive, et justement dans des pays qui, sur papier, pourraient être inquiétants selon nos idées reçues quand on prépare le voyage. Donc, je vais donner deux exemples. En Europe, par exemple, un pays qui paraît un peu plus difficile sur papier, c'est la Serbie. Pourquoi? Parce qu'elle est elle est au milieu de l'Europe, mais elle est un peu anti-Europe, pro-russe au niveau gouvernement. Puis ça se peut que les personnes le soient au niveau politique, selon leur perception des choses. Il y a évidemment une histoire difficile au moment des guerres d'ex-Yougoslavie dans les années 90, début 2000. Il y a encore des tensions avec le Kosovo. Donc on peut se dire, oh là là, c'est peut-être dangereux d'aller là, il y a peut-être des choses qui vont se passer. Et en fait, c'est un de nos gros coups de cœur, c'est la Serbie. Les gens sont absolument adorables, sont accueillants, et pourtant ils vivent des choses difficiles, une crise économique vraiment dure. Donc ils sont pauvres, ils n'ont pas beaucoup de choses, et puis ils vous le partagent avec tout leur cœur, et c'était vraiment touchant. Donc, en plus d'être magnifique au niveau paysage, parce que c'est des très beaux villages, et en plus on suit le Danube, donc nous on a suivi le Danube depuis, pas la mer Noire, mais presque sur la frontière bulgare et roumaine, et puis après jusqu'à Vienne. Et honnêtement, la plus belle partie du voyage au niveau paysage, c'est la Serbie. Donc voilà, un autre pays où au niveau hospitalité c'est absolument incroyable, c'est le top du top, puis on a gardé contact des gens là-bas, c'est un pays magnifique, les gens sont adorables, hospitaliers, généreux, chaleureux, on mange de façon incroyable, la culture est incroyable. Et pourtant, il y a des signes où on pourrait se dire, je sais pas, ça m'inquiète. Bon, c'est la Turquie. Donc ceux qui connaissent la Turquie disent, bah oui, évidemment, c'est génial.
mais on avait sondé pas mal de gens avant, puis il y avait des réticences. Parce qu'évidemment, on n'a plus ces réticences-là, on les avait déjà pas tant que ça, mais c'est pourquoi? C'est parce qu'évidemment, c'est un pays qui géographiquement est très stratégique. Fait qu'évidemment, il joue un peu sur tous euh, les, les axes en fait, politiques. Fait qu'il est toujours un peu en tension avec tout le monde au niveau gouvernemental. Parce qu'il essaie de tirer ses avantages, etc. Fait qu'il y a des tensions avec tout le monde. La Turquie a des tensions avec l'Europe. Évidemment avec la guerre en Ukraine, avec la Russie, mais il joue un peu un rôle intermédiaire, etc. Fait qu'on se dit, c'est pas très stable. En plus, il y a des problèmes internes avec certaines minorités. Il y a ponctuellement des attentats, notamment à Istanbul. Il y a eu récemment même une tuerie dans un des quartiers. Fait qu'on se dit, est-ce que c'est risqué? Et en fait, non. Et puis pourquoi? Bon, évidemment, des fois, il y a des choses qu'on ne peut pas prévoir, comme ce terrible tremblement de terre qu'il y a eu récemment à la frontière de la Syrie. Mais après, donc c'est terrible, mais c'est pas une région où de toute façon les gens vont, c'est pas recommandé, parce que là, par contre, c'est la frontière avec la Syrie, donc il y a beaucoup de tensions là, parce que la Turquie a pris le contrôle d'une partie de la Syrie pour contrôler une minorité kurde, fait qu'évidemment il y a beaucoup de conflits là, il y a beaucoup d'armées, donc vous n'allez pas aller là de toute façon. Puis après, des attentats dans les villes, de toute façon, le risque est partout. Je sais pas, on en parlait justement avec des amis. Rendu là, on va pas à Paris non plus, on va pas en France, parce qu'il y a eu des attentats régulièrement, et même aux États-Unis de toute façon, des tueries, etc. Fait que, rendu là, si on focus là-dessus, on n'y va plus. Ce qu'il faut faire, c'est évidemment euh, être prudent, mais ce qu'il faut aussi se rendre compte, c'est que quand on fait un voyage à vélo, on est très rarement dans les métropoles, on est très rarement dans les villes de toute façon, même si on y va pour les visiter. Fait que la probabilité d'être là au mauvais moment, elle est mince, mince, mince. Okay, il y a d'autres dangers qui sont beaucoup plus importants que celui-là. Fait qu'il ne faut pas se priver d'aller dans ces endroits-là. C'est sûr qu'il ne faut pas aller vers le danger s'il y a eu un problème récemment dans la ville, par exemple. Vous n'allez pas vous garrocher dans cette ville-là, vous allez peut-être l'éviter. Mais voilà quoi. Donc, vous allez voir que plus vous allez avancer, plus vous allez être aguerri là-dedans, puis apprendre les bonnes informations, puis surtout prendre le pouls sur le terrain. Et ça va vous ouvrir des pays auxquels vous n'aurez pas pensé. Je prends un autre exemple qui m'inspire beaucoup. On n'a pas fait l'Afrique. Et honnêtement, c'est parce qu'au niveau gestion, c'était un peu plus compliqué avec des enfants pour nous, là où est-ce qu'on est rendu. Ça ne veut pas dire plus tard, mais ça empêche qu'il y a d'autres personnes qui le font, notamment dans la communauté québécoise. On est tous fans de Jeannette, qui est en fait une femme qui est à la retraite, je crois, et qui se balade toute seule et qui traverse l'Afrique. Et c'est extraordinaire ce qu'elle vit. Puis encore une fois, on voit les mêmes choses qu'on a vues nous, c'est la générosité des gens, la gentillesse. C'est vraiment le bonheur. Alors évidemment, il y a des choses à gérer, mais beaucoup de choses sont possibles. Et c'est beaucoup plus possible que ce qu'on voit depuis notre maison quand on prépare le voyage. Donc je regarde mes notes parce que j'ai des petites notes avec des dessins, pour voir si j'oublie rien. Ah oui, après peut-être on n'a pas trop parlé des catastrophes naturelles, tout ça. C'est sûr qu'on est allé en Louisiane pendant la période des ouragans. On est arrivé un mois après Ida, qui a été un des pires depuis 10 ans. On s'est renseigné un peu si c'était le moment, après un mois, de passer, parce qu'il y a eu beaucoup de dégâts. Et puis après, on a vu que c'était possible. Puis après, évidemment, ça reste la période. Donc évidemment, un des trucs, c'est que tu te renseignes sur la météo. Donc nous, on a juste vécu une tempête. Mais même là, on se rend compte que non seulement on était très au courant, mais que les gens vous voient passer en vélo
ils vont vous le dire, et puis ils vont dire allez vous cacher, allez vous, nana, est-ce que vous avez un endroit pour vous protéger, ce qu'on avait, parce on avait des warm showers qui nous accueillaient sur la route, et on est arrivé à temps évidemment. Euh, la tempête a été impressionnante, mais elle a duré 1 heure. Donc c'est un peu de gérer ces choses-là. C'est comme les incendies, donc en Californie. Donc c'est des choses qu'on suit. On a juste été importuné oui, une journée avec des fumées, mais qui venaient de très loin. Donc évidemment, on met un foulard sur le nez. On était pas mal entraîné à ça avec le Yukon qu'on avait fait il y a quelques années, où c'est normal qu'il y ait des incendies plus au nord, mais ce qui n'était pas normal, c'est que les vents étaient plutôt vers le sud, ce qui n'arrive pas d'habitude, donc on avait beaucoup de fumée. Donc il y a ces choses à gérer, mais c'est tout à fait gérable. C'est sûr que s'il y a un tremblement de terre terrible, on peut être au mauvais endroit, mais ça c'est partout. Ça fait partie ce que j'appelle du risque résiduel, ou d'être au mauvais moment, au mauvais endroit. Euh, mais ça, qu'est-ce qu'on fait? Ça peut arriver chez nous aussi. Peut-être pas un tremblement de terre comme ça, mais on en a eu à Montréal. Ça peut être autre chose, ça peut être une panne d'électricité pendant l'hiver, et puis qu'on n'arrive pas à réparer, et puis on a à moins 20, moins 30 dehors, je sais pas. Donc, faut pas trop penser à ça. Ce qu'il faut faire, c'est se renseigner rationnellement, évaluer le risque, et puis aller. Puis si vous voulez pas le faire, par exemple, aller en Louisiane pendant la saison des ouragans, ben, c'est correct. Hein, il y a plein d'autres choses à faire. Nous, on avait décidé ça. Par contre, ce qu'on avait géré comme risque, c'était, vu qu'on était de San Diego, on ne voulait pas traverser les déserts pour aller jusqu'en Louisiane, parce qu'on avait vu que beaucoup d'élévation, ce qui était un peu trop pour les filles, puis que c'était beaucoup de distance sans eau. Puis on n'avait pas envie de gérer ce risque-là. Okay, donc voilà, c'est des choix. Peut-être que vous, finalement, vous avez décidé plutôt, nous, on a l'habitude de faire ça. Puis on va gérer ce risque-là. Par contre, moi, les ouragans, j'ai pas envie de risquer ça. Puis vous faites autre chose. C'est pour ça que je dis, ça dépend des gens, et puis c'est très correct comme ça. Okay, donc voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Ah oui, c'est la même chose avec la faune, la vie sauvage. Faut juste apprendre à la gérer. Comment les animaux se comportent, qu'est-ce qu'il faut éviter avec eux comme comportement. Les choses préventives, évidemment, comme ce qui est super connu, c'est gardez pas votre bouffe dans votre tente, hein, dans les zones où il y a beaucoup de gros animaux. Et puis, allez pas, par exemple, dans les herbes hautes, dans les endroits où il y a des serpents dangereux, comme par exemple en Californie, avec les rattlesnakes, les serpents à sonnette. De toute façon, il y a des risques de tiques aussi. On faisait ça en Suède, par exemple, parce qu'il y a beaucoup de tiques. Puis il y avait la maladie de la Lyme, fait qu'on évite aussi. Après, il y a aussi les chiens errants qui sont à gérer. Donc il y a plusieurs techniques pour bien se comporter face à des chiens errants, même agressifs. Et donc évidemment, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est fuir. Surtout avec des enfants, on n'y arrivera jamais, parce qu'on ne sera jamais assez rapide pour les éviter. Donc il faut les affronter, leur faire face, etc. Donc je ne vais pas raconter tout ce qu'il faut faire pour ça, mais on a eu à faire face à des chiens énormément. Et ça s'est toujours bien fini. Je n'ai pas dit que ça s'est toujours bien passé, mais c'est toujours bien fini, parce qu'il y a des chiens agressifs. Évidemment, il y a des moyens préventifs aussi. Nous, on recommande forcément de se vacciner contre la rage, si vous êtes pour les vaccins. Parce que ça permet d'avoir plus de temps pour se traiter, parce qu'il faut quand même se traiter contre la rage, même avec un vaccin. Et puis le traitement est beaucoup moins lourd. Donc il y a plusieurs choses comme ça, mais à la fin, c'est quand même des risques tout à fait gérables, à notre sens. Donc évidemment, là je commence à vous donner notre avis, c'est que dans la balance des risques et des bénéfices, ce genre de voyage, pour nous, il est largement bénéfique. C'est une aventure extraordinaire, et puis je vous la recommande vivement, mais à votre rythme, à votre niveau de confort face au danger. Faites vos devoirs avant, apprenez sur le terrain, mais globalement, allez-y. Faites-le avec vos enfants. Le développement de vos enfants est incroyable. Nos filles, là, il y a 18 mois, elles ont
plus rapport, elles sont épanouies, sont en super forme, elles sont résilientes, elles sont curieuses, elles sont orientées solutions, elles ont beaucoup de créativité par rapport à ça, elles ne s'énervent pas avec quelque chose de nouveau, elles sont très adaptables maintenant. Et puis ça va leur servir dans leur vie à vie. Là, et ça, on ne pourrait pas le faire dans une vie plus traditionnelle. Donc voilà. Voilà ce que j'avais à dire. J'espère que ça vous plaît. Un dernier mot. Évidemment, j'ai une citation que j'aime parce qu'elle est assez drôle, un peu ironique. C'est de Paulo Coelho. Si vous trouvez l'aventure dangereuse, essayez la routine, elle est mortelle. Donc évidemment, c'est pas tout à fait vrai. C'est pas parce que vous restez chez vous finalement que ça va être mortel. Mais je trouvais ça amusant. Et puis dernier point, comme on vous a dit, on nous a donné énormément. On essaie de redonner, comme avec ces vidéos qui prennent beaucoup de temps, comme vous le savez sans doute. Mais il y a aussi, on a commencé des levées de fonds pour la santé mentale. Donc si vous avez aimé la vidéo, et puis si vous voulez nous aider à votre façon, voilà, on fait des levées de fonds. Aussi, je mettrai le lien en dessous. Et sinon, c'est dans le blog, dans le menu Comment nous aider. Alors, on explique en long et en large, mais à la fin, vous avez les différents organismes qu'on soutient. Vu que c'est pour la maladie mentale et puis qu'on veut aider localement, évidemment, on essaie de trouver, c'est pour ça qu'on en a plusieurs à différents endroits dans le monde. Et même si vous donnez un tout petit peu, ça sera super. Et puis si vous ne donnez pas, c'est incorrect. On fait ça vraiment pour aider tout le monde. Puis j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura apporté. Et puis les articles qu'on a mis en arrière. Voilà, merci beaucoup. Bye bye.